La nuit parisienne avait drapé la ville d'un linceul d'encre et de pluie. Mais à l'intérieur de l'opulent hôtel particulier du 8e arrondissement, une chaleur anormale rampait, silencieuse et insidieuse. Élise Dubois, 45 ans, silhouette effacée par des années de labeur, sentit le changement avant de le voir. Un parfum âcre, métallique, pas le bois brûlé des cheminées d'hiver, mais quelque chose de plus sinistre montait des entrailles de la demeure. Le crépitement lointain se mua en un rugissement sourd. Elle était là pour sa ronde de nuit habituelle, un fantôme parmi les ombres. Son seul réconfort, une vieille photo froissée dans sa poche, celle d'une petite maison à Montreuil, son rêve, son encre. Un éclair zébra le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler les vitraux. C'est à cet instant que le feu éclata, déchirant le silence avec une violence aveugle. Une langue orange lécha le velours d'un rideau, puis l'embrasa. Élise, le cœur cognant dans sa poitrine, courut. Les flammes dansaient déjà, projetant des ombres gigantesques sur les murs ornés. L'air devint irrespirable. Chaque inspiration une morsure de suie. Elle chercha Antoine Valois, le magnat de l'immobilier, dont la vie, ironiquement, était suspendue à ses mains invisibles. Elle le trouva, inconscient, dans son bureau, entouré de papiers noircis. Une petite figurine de verre, un cheval cabré, gisait brisé près de lui, un vestige d'opulence. Un détail étrange, une odeur de kérosène, se mêlait à celle du bois brûlé. Si des histoires ainsi ne peuvent se perdre dans l'obscurité, reste avec nous sur Récits qui touchent l'âme. Appuie pour suivre maintenant, avant que le prochain rebondissement ne t'échappe. « Courez! Ça brûle !» cria-t-elle, une voix rauque arrachée à ses poumons, tandis qu'elle tirait le corps lourd de Valois vers la sortie, luttant contre la fumée épaisse qui lui brouillait la vue. Les sirènes, lointaines d'abord, se rapprochaient, perçant la cacophonie du feu. Dehors, l'air froid de la nuit parisienne fut un choc brutal. Pompiers, policiers. Tous s'affairaient autour de la maison dévorée, leurs visages éclairés par les flammes. Valois, secouru, la regarda avec des yeux mi-clos, un mélange de gratitude et de surprise. Mais le système, lui, restait impassible. Une voiture noire aux vitres teintées, sans plaque d'immatriculation visible, s'éloigna discrètement de la scène avant l'arrivée des secours. Un vestige de son passage laissé sur le pavé mouillé, une petite clé USB à peine visible dans une flaque d'eau. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de questions, d'enquêtes et de silence pesant. Valois, de son lit d'hôpital, remercia Élise, la couvrant de promesses, de compensations généreuses. Mais dans ses yeux, il y avait cette froideur habituelle, cette distance du pouvoir. Il parlait de malheureux accidents, de court-circuits. Pourtant, Élise savait. Elle avait vu, elle avait senti. Et sa fille, Léa, 11 ans, aux yeux vifs et à l'esprit aiguisé, avait écouté. Léa, sa seule raison de vivre, la seule personne à qui Élise avait jamais confié son rêve de racheter la petite maison de Montreuil, le bastion de leur dignité. Dans leur modeste appartement de l'Est parisien, loin des dorures du 8e, Léa était déjà à l'œuvre. Elle avait dessiné un plan sommaire de l'hôtel particulier, notant les points faibles, les zones de ventilation, les matériaux. Sa mémoire éditique, héritée de sa mère, était un don précieux. « Maman, dit-elle, son petit doigt pointant une section du plan, tu as dit que l'odeur n'était pas celle du bois. Et le kérosène, ce n'est pas un court-circuit. » Ses yeux brillaient d'une intensité rare. Elle avait aussi remarqué un détail sur une photo de la scène de l'incendie, un petit boîtier métallique à peine visible sous un meuble calciné. Un vestige. L'autorité de la déduction, la puissance de l'observation commençaient à glisser vers cet enfant. Elle ne se contentait pas de regarder, elle voyait. Elle comprenait que le feu n'était pas une fin, mais un début. La nuit parisienne avait drapé la ville d'un linceul d'encre et de pluie. Mais à l'intérieur de l'opulent hôtel particulier du 8e arrondissement,
Une chaleur anormale rampait, silencieuse et insidieuse. Élise Dubois, 45 ans, silhouette effacée par des années de labeur, sentit le changement avant de le voir. Un parfum âcre, métallique, pas le bois brûlé des cheminées d'hiver, mais quelque chose de plus sinistre montait des entrailles de la demeure. Le crépitement lointain se mua en un rugissement sourd. Elle était là pour sa ronde de nuit habituelle, un fantôme parmi les ombres. Son seul réconfort, une vieille photo froissée dans sa poche, celle d'une petite maison à Montreuil, son rêve, son encre. Un éclair zébra le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler les vitraux. C'est à cet instant que le feu éclata, déchirant le silence avec une violence aveugle. Une langue orange lécha le velours d'un rideau, puis l'embrasa. Élise, le cœur cognant dans sa poitrine, courut. Les flammes dansaient déjà, projetant des ombres gigantesques sur les murs ornés. L'air devint irrespirable. Chaque inspiration, une morsure de suie. Elle chercha Antoine Valois, le magnat de l'immobilier, dont la vie, ironiquement, était suspendue à ses mains invisibles. Elle le trouva, inconscient, dans son bureau, entouré de papier noirci. Une petite figurine de verre, un cheval cabré, gisait brisé près de lui. Un vestige d'opulence. Un détail étrange, une odeur de kérosène, se mêlait à celle du bois brûlé. Si des histoires ainsi ne peuvent se perdre dans l'obscurité, reste avec nous sur Récits qui touchent l'âme. Appuie pour suivre maintenant, avant que le prochain rebondissement ne t'échappe. « Courez, ça brûle !» cria-t-elle, une voix rauque, arrachée à ses poumons. Tandis qu'elle tirait le corps lourd de Valois vers la sortie, luttant contre la fumée épaisse qui lui brouillait la vue. Les sirènes, lointaines d'abord, se rapprochaient, perçant la cacophonie du feu. Dehors, l'air froid de la nuit parisienne fut un choc brutal. Pompiers, policiers, tous s'affairaient autour de la maison dévorée, leurs visages éclairés par les flammes. Valois s'écourut, la regarda avec des yeux mi-clos, un mélange de gratitude et de surprise. Mais le système, lui, restait impassible. Une voiture noire aux vitres teintées, sans plaque d'immatriculation visible, s'éloigna discrètement de la scène avant l'arrivée des secours. Un vestige de son passage laissé sur le pavé mouillé. Une petite clé USB à peine visible dans une flaque d'eau. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de questions, d'enquêtes et de silences pesants. Valois, de son lit d'hôpital, remercia Élise, la couvrant de promesses, de compensations généreuses. Mais dans ses yeux, il y avait cette froideur habituelle, cette distance du pouvoir. Il parlait de malheureux accidents, de court-circuits. Pourtant, Élise savait. Elle avait vu, elle avait senti. Et sa fille, Léa, 11 ans, aux yeux vifs et à l'esprit aiguisé, avait écouté. Léa, sa seule raison de vivre. La seule personne à qui Élise avait jamais confié son rêve de racheter la petite maison de Montreuil, le bastion de leur dignité. Dans leur modeste appartement de l'Est parisien, loin des dorures du 8e, Léa était déjà à l'œuvre. Elle avait dessiné un plan sommaire de l'hôtel particulier, notant les points faibles, les zones de ventilation, les matériaux. Sa mémoire éditique, héritée de sa mère, était un don précieux. « Maman » avec le petit doigt pointant une section du plan. « Tu as dit que l'odeur n'était pas celle du bois. Et le kérosène, ce n'est pas un court-circuit. » Ses yeux brillaient d'une intensité rare. Elle avait aussi remarqué un détail sur une photo de la scène de l'incendie, un petit boîtier métallique à peine visible sous un meuble calciné. Un vestige. L'autorité de la déduction, la puissance de l'observation commençait à glisser vers cet enfant. Elle ne se contentait pas de regarder, elle voyait. Elle comprenait que le feu n'était pas une fin, mais un début. Les intuitions de Léa furent un choc, une froide éclaboussure de réalité dans le brouillard de l'épuisement d'Élise. La carte de l'enfant, bien que rudimentaire, était un quadrillage de suspicion. Ce n'était pas seulement un incendie, c'était un message, un acte calculé. Mais qui oserait toucher un homme comme Valois? Et pourquoi?
La réponse commença à se dessiner, non pas dans les vestiges calcinés de l'hôtel particulier, mais dans le silence stérile du monde des affaires. Valois Holdings, un empire bâti sur des fondations d'acier et de secrets. Élise, poussée par l'instinct et les questions insistantes de Léa, commença à observer. Elle réalisa que l'incendie, étrange coïncidence, survenait juste avant une réunion cruciale du conseil d'administration, où Valois devait présenter un projet de réaménagement urbain colossal. Un projet qui promettait de transformer des quartiers entiers de l'Est parisien, y compris la petite enclave où se trouvait la maison de sa grand-mère à Montreuil. Le système, voilà l'ennemi. Pas un homme seul, mais un réseau, une toile d'araignée de décisions prises derrière des portes closes, de documents signés en lettres d'or. Léa, en cherchant des informations sur le projet de Valois sur un vieil ordinateur familial, tomba sur un forum local. Une petite communauté de Montreuil s'y opposait farouchement, dénonçant des expropriations forcées et des manœuvres douteuses. Un nom revenait souvent, le Corbeau. Un informateur anonyme qui postait des extraits de rapports techniques, des photos floues de terrains achetés à vil prix. Ce Corbeau parlait d'un dossier noir, un recueil de preuves contre Valois, caché quelque part. C'était un vestige, une fissure dans le mur de béton. L'air, de ses bureaux de verre et d'acier, n'était pas celui de la maison en feu, mais il portait le même parfum d'ambition toxique, celui d'un pouvoir qui suffoque. Élise, invisible comme à son habitude, travaillait désormais dans d'autres résidences de la haute société parisienne, des lieux où les murmures des valets et des secrétaires étaient plus révélateurs que les gros titres des journaux. Elle entendait parler de l'incident chez Valois, toujours avec un ton de compassion feinte. Mais un nom revint à ses oreilles, prononcé à voix basse par une autre femme de ménage, une amie. Monsieur Dubois. Non pas son nom, mais celui d'un certain Monsieur Dubois, un homme de main de Valois, connu pour ses méthodes expéditives. Un homme qui, disait-on, était l'ombre du magnat, réglant les problèmes avant qu'ils n'atteignent la lumière. Ce Dubois avait été vu près de la propriété incendiée la nuit même, bien avant les pompiers, au volant d'une voiture noire sans plaque, la même voiture qu'Élise avait entreaperçue. Un autre vestige, une pièce du puzzle qui commençait à prendre forme, sinistre et précise. La première confrontation ne fut pas un face-à-face explosif, mais une danse glaciale dans les couloirs de l'administration. Élise fut convoquée pour un entretien de routine au commissariat du 8e, non pas comme victime ou héroïne, mais comme témoin potentiellement gênant. 2 inspecteurs, leurs visages impassibles, leurs questions aiguisées, tentèrent de la piéger dans des contradictions. Ils parlaient de négligence structurelle, insistant sur la fragilité des vieilles bâtisses parisiennes. Ils voulaient un coupable facile, une explication simple. Élise répondait avec la prudence de celle qui a déjà été brûlée par la justice. Elle se souvenait de l'injuste accusation de vol 10 ans auparavant, une cicatrice profonde. Elle sentait le poids de leur regard, cherchant la faille, le moment où sa voix trahirait une émotion, une culpabilité qu'elle ne portait pas. « Mademoiselle Dubois, » dit l'un des inspecteurs, son ton glacial comme le carrelage du bureau, « êtes-vous certaine de l'odeur de kérosène ? Votre sens olfactif n'était-il pas altéré par le stress ?» Il brandit un rapport d'expertise, un document officiel qui concluait à un défaut électrique majeur. La paperasse, l'autorité des signatures, écrasait sa vérité. Un sourire à peine perceptible flottait sur leurs lèvres, un signe de leur certitude, de leur pouvoir. Si vous avez perçu le détail qu'ils ont fait semblant de ne pas voir, parle avec moi dans les commentaires et écris « Je suis avec vous. Je veux sentir qui est là, maintenant. » Elle sentait l'étau se resserrer. La petite clé USB qu'elle avait ramassée dans la flaque d'eau, ce vestige oublié par la voiture noire, elle l'avait gardé. Mais elle ne l'avait pas mentionné. C'était son secret, sa seule carte. De retour chez elle, le silence de l'appartement semblait plus lourd. Léa l'attendait, ses yeux scrutant le visage de sa mère.
Alors, maman demanda-t-elle, sa voix une corde tendue. Élise secoua la tête. Ils veulent nous faire croire à l'accident. Léa, cependant, avait continué ses recherches. Elle avait trouvé une photo du fameux monsieur Dubois sur le forum de Montreuil. Une image floue mais reconnaissable. Un homme au regard dur, un tatouage discret sur le poignet. Et elle avait une idée folle, dangereuse, mais qui pouvait les mener à ce dossier noir dont parlait le corbeau. La micro-défaite au commissariat n'était pas une fin, mais un carburant. Elle avait juste confirmé ce qu'elle savait déjà. Elles étaient seules contre un système, et ce système était prêt à tout pour protéger ses secrets. Le vrai jeu venait de commencer. Léa, ses petits doigts agiles sur une tablette usée, avait transformé l'appartement en un quartier général improvisé. Des cartes de Paris, imprimées grossièrement, étaient épinglées au mur. Des flèches rouges et bleues indiquant des itinéraires, des points d'observation. Elle avait identifié un réseau de caméras de surveillance dans le 8e, des angles morts, des failles dans la toile de sécurité que Valois avait tissée autour de lui. « Maman, expliqua-t-elle, sa voix pleine d'une assurance nouvelle. Monsieur Dubois a un bureau secondaire, près de la gare Saint-Lazare. Il y va tous les lundis après-midi. C'est là que le corbeau dit qu'il garde le dossier noir. » Ses yeux, brillants, cherchaient l'approbation d'Élise, mais surtout sa compréhension. La petite clé USB, trouvée dans la flaque d'eau, était leur passe-partout. Léa avait passé des heures à chercher des informations sur les systèmes de sécurité utilisés par Valois Holdings, des marques, des modèles. Elle avait même trouvé des tutoriels en ligne, des forums de hackers éthiques. Elle avait une idée précise de la manière d'utiliser la clé, de ce qu'elle pourrait déverrouiller. Elle pointa une petite icône sur sa carte. Il faut entrer par le parking souterrain. La ventilation est mal surveillée. L'air de l'appartement, habituellement lourd de la fatigue d'Élise, vibrait désormais de l'énergie de Léa, d'une détermination froide et méthodique. L'autorité, silencieusement, glissait vers cet enfant au plan audacieux. Le plan de Léa était un tissage complexe de détails, de timing précis. Elle avait calculé les minutes exactes où les patrouilles de sécurité étaient au plus loin, les moments où le bruit de la ville, le klaxon d'un taxi, le passage du RER pourraient masquer leur approche. Elle avait même repéré une camionnette de livraison qui stationnait régulièrement devant l'immeuble de Dubois. Un point aveugle parfait pour l'observation. Élise écoutait, son cœur serré par l'angoisse et l'admiration. Sa fille, si jeune, portait déjà le poids d'une stratégie, d'une audace qu'elle-même n'avait jamais osé envisager. Léa avait même pensé à un code de communication simple, des signaux de main pour les moments où le silence serait leur meilleur allié. La petite figurine de cheval cabré, celle brisée dans l'incendie, aurait pu être un simple ornement. Mais Léa avait découvert que Valois collectionnait ces figurines, chacune étant un cadeau d'un de ses associés, et celle-ci venait d'un certain Monsieur Moreau, un ancien rival étrangement disparu des affaires. Un vestige, de nouveau, reliant l'incendie à un réseau plus vaste. Mais l'ombre du système ne tarda pas à s'allonger. Quelques jours plus tard, Élise fut renvoyée de plusieurs de ses emplois, sans explication, par des appels froids et impersonnels. Des coupes budgétaires, Madame Dubois, nous sommes désolés. C'était la voix de la machine, sans visage, sans émotion. Puis vint la lettre, un avis d'expropriation pour la petite maison de Montreuil, leur refuge, leur passé, leur avenir. Le projet de Valois Holdings allait de l'avant, sans pitié. La signature au bas du document était celle d'une filiale opaque, mais le nom d'Antoine Valois planait au-dessus. La maison, le totem de leur dignité, était menacé. Léa, voyant le désespoir dans les yeux de sa mère, se rapprocha. « Maman, ils ne veulent pas seulement nous faire taire, ils veulent nous effacer. » L'air de l'appartement semblait se raréfier. Chaque silence une menace. Élise sentait le froid de l'acier autour d'elle. Les menaces n'étaient plus des chuchotements, mais des coups secs, des portes qui se refermaient. Le coup personnel
était palpable, la faim qui commençait à se faire sentir. La peur de ne pas pouvoir payer le loyer, de voir Léa souffrir. Ce n'était pas seulement la maison de Montreuil qu'ils voulaient prendre, c'était leur identité, leur droit d'exister. Qu'auriez-vous fait, à leur place, face à ce mur d'indifférence et de pouvoir? Auriez-vous baissé les bras ou auriez-vous cherché la fissure, la petite brèche par où la lumière pouvait encore passer? Un soir, en rentrant, Élise découvrit la porte de leur appartement entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais un détail, subtil et glaçant, la frappa. La photo de la maison de Montreuil, habituellement rangée dans sa poche, était posée sur la table, face cachée. Un message, une preuve qu'ils savaient, qu'ils étaient là, invisibles, tout autour d'elle. Le danger était réel. Ils respiraient le même air qu'elle. Le vrai jeu venait de commencer. Léa, ses petits doigts agiles sur une tablette usée, avait transformé l'appartement en un quartier général improvisé. Des cartes de Paris, imprimées grossièrement, étaient épinglées au mur, des flèches rouges et bleues indiquant des itinéraires, des points d'observation. Elle avait identifié un réseau de caméras de surveillance dans le 8e, des angles morts, des failles dans la toile de sécurité que Valois avait tissée autour de lui. « Maman, expliqua-t-elle, sa voix pleine d'une assurance nouvelle. Monsieur Dubois a un bureau secondaire près de la gare Saint-Lazare. Il y va tous les lundis après-midi. C'est là que Le Corbeau dit qu'il garde le dossier noir. » Ses yeux, brillants, cherchaient l'approbation d'Élise, mais surtout sa compréhension. La petite clé USB trouvée dans la flaque d'eau était leur passe-partout. Léa avait passé des heures à chercher des informations sur les systèmes de sécurité utilisés par Valois Holdings, des marques, des modèles. Elle avait même trouvé des tutoriels en ligne, des forums de hackers éthiques. Elle avait une idée précise de la manière d'utiliser la clé, de ce qu'elle pourrait déverrouiller. Elle pointa une petite icône sur sa carte. Il faut entrer par le parking souterrain. La ventilation est mal surveillée. L'air de l'appartement, habituellement lourd de la fatigue d'Élise, vibrait désormais de l'énergie de Léa, d'une détermination froide et méthodique. L'autorité, silencieusement, glissait vers cet enfant aux plans audacieux. Le plan de Léa était un tissage complexe de détails, de timing précis. Elle avait calculé les minutes exactes où les patrouilles de sécurité étaient au plus loin, les moments où le bruit de la ville, le klaxon d'un taxi, le passage du RER, pourraient masquer leur approche. Elle avait même repéré une camionnette de livraison qui stationnait régulièrement devant l'immeuble de Dubois, un point avenue parfait pour l'observation. Élise écoutait, son cœur serré par l'angoisse et l'admiration. Sa fille, si jeune, portait déjà le poids d'une stratégie, d'une audace qu'elle-même n'avait jamais osé envisager. Léa avait même pensé à un code de communication simple, des signaux de main pour les moments où le silence serait leur meilleur allié. La petite figurine de cheval cabré, celle brisée dans l'incendie, aurait pu être un simple ornement. Mais Léa avait découvert que Valois collectionnait ces figurines, chacune étant un cadeau d'un de ses associés, et celle-ci venait d'un certain monsieur Moreau, un ancien rival étrangement disparu des affaires. Un vestige, de nouveau, reliant l'incendie à un réseau plus vaste. Mais l'ombre du système ne tarda pas à s'allonger. Quelques jours plus tard, Élise fut renvoyée de plusieurs de ses emplois, sans explication, par des appels froids et impersonnels. « Découpe budgétaire, Madame Dubois. Nous sommes désolés. » C'était la voix de la machine, sans visage, sans émotion. Puis vint la lettre, un avis d'expropriation pour la petite maison de Montreuil, leur refuge, leur passé, leur avenir. Le projet de Valois Holdings allait de l'avant, sans pitié. La signature au bas du document était celle d'une filiale opaque, mais le nom d'Antoine Valois planait au-dessus. La maison, le totem de leur dignité, était menacé. Léa, voyant le désespoir dans les yeux de sa mère, se rapprocha. « Maman, ils ne veulent pas seulement nous faire taire, ils veulent nous effacer. » L'air de l'appartement
semblait se raréfier. Chaque silence une menace. Élise sentait le froid de l'acier autour d'elle. Les menaces n'étaient plus des chuchotements, mais des coups secs, des portes qui se refermaient. Le coût personnel était palpable, la faim qui commençait à se faire sentir, la peur de ne pas pouvoir payer le loyer, de voir Léa souffrir. Ce n'était pas seulement la maison de Montreuil qu'ils voulaient prendre, c'était leur identité, leur droit d'exister. Qu'auriez-vous fait à leur place, face à ce mur d'indifférence et de pouvoir? Auriez-vous baissé les bras ou auriez-vous cherché la fissure, la petite brèche par où la lumière pouvait encore tasser? Un soir, en rentrant, Élise découvrit la porte de leur appartement entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais un détail, subtil et glaçant, la frappa. La photo de la maison de Montreuil, habituellement rangée dans sa poche, était posée sur la table, face cachée. Un message, une preuve qu'ils savaient, qu'ils étaient là, invisibles, tout autour d'elle. Le danger était réel. Il respirait le même air qu'elle. Le lundi, la nuit parisienne était une symphonie de pluie fine et de lumière tamisée. Élise et Léa, vêtues de sombres manteaux, se fondirent dans le décor urbain. Le parking souterrain sentait le goudron humide et l'échappement froid. Léa, l'oreille tendue, écoutait les bruits de pas lointains, le ronronnement des moteurs. Sa petite lampe torche éclairait les conduits de ventilation. Le chemin qu'elle avait minutieusement cartographié. Élise, le cœur battant à tout rompre, suivait les instructions silencieuses de sa fille. Chaque geste précis, chaque souffle retenu. C'était un ballet de l'ombre, une infiltration audacieuse au cœur du système. La clé USB, serrée dans la main d'Élise, était leur unique sésame. Le bureau de M. Dubois était un sanctuaire de froideur et d'ordre, baigné par la pâle lumière des néons extérieurs. Léa, malgré sa taille, se déplaçait avec l'agilité d'un chat. Elle inséra la clé USB dans l'ordinateur de Dubois, ses yeux parcourant l'écran, cherchant le fichier caché. Le temps semblait suspendu, chaque seconde une éternité. Puis, un dossier apparut, labellisé d'un code alphanumérique obscur. Le dossier noir. Léa l'ouvrit. Des noms, des dates, des transactions immobilières douteuses, des photos floues de terrain, des rapports d'expertise falsifiés. Et, au centre, le nom de M. Moreau, l'ancien associé de Valois, l'homme de la figurine de cheval cabré, désigné comme témoin clé dans un document de plainte jamais déposé. Il était toujours vivant, mais en danger, caché dans une clinique privée sous un faux nom, victime d'un accident similaire à celui de Valois, mais bien plus grave. Le dossier contenait une adresse. Un souffle coupé échappa à Élise. Il l'avait trouvé. La vérité avait un visage, et ce visage était en danger. Le silence fut brisé par le claquement lointain d'une porte qui se fermait. Quelqu'un approchait. Il fallait partir, et vite. Le claquement lointain d'une porte qui se fermait résonna dans le silence. Chaque écho une menace. Léa, ses yeux vifs fixés sur l'écran, copiait frénétiquement les fichiers du dossier noir sur la petite clé USB. Élise, le souffle court, était déjà aux aguets, son corps tendu vers l'entrée du bureau. Les bruits de pas se rapprochaient, lourds, réguliers, le cuir des chaussures frottant le marbre poli. Il n'y avait plus de temps. Léa arracha la clé de l'ordinateur, un geste rapide et décisif. « Par là, maman !» chuchota-t-elle, désignant une porte dérobée, dissimulée derrière une bibliothèque imposante. C'était une faille qu'elle avait repérée sur les plans, un passage de service oublié. Elles se glissèrent dans l'obscurité du couloir de service, l'odeur de poussière et de vieux papiers les enveloppant. Les pas résonnaient désormais dans le bureau de Dubois. Un grincement de chaise, le bruit d'un tiroir qui s'ouvre. Elles retinrent leur respiration. Chaque battement de leur cœur un tambour dans le silence. Léa, malgré la panique palpable d'Élise, restait d'une concentration effrayante. Elle mena sa mère à travers un labyrinthe de couloirs étroits, de cages d'escaliers de service, le chemin qu'elle avait mentalement tracé des jours durant. Le froid de la nuit parisienne les saisit à nouveau lorsqu'elles émergèrent discrètement dans une ruelle adjacente,
loin du bâtiment principal. La pluie fine avait redoublé, lavant les pavés, masquant leurs traces. Le parfum de l'humidité, mêlé à celui des pots d'échappement, était une bouffée d'air frais, un signe de liberté retrouvée, pour l'instant. Mais la course n'était pas terminée. Le dossier noir était une bombe à retardement, et M. Moreau, l'homme de la figurine de cheval cabré, était la mèche. L'adresse menait à une clinique privée discrète, nichée dans la banlieue ouest de Paris, un lieu où la discrétion était la règle. La nuit, le trajet en RER fut une succession de visages anonymes, de lumières froides, de reflets sur les vitres mouillées. Élise sentait le poids de la clé USB dans sa poche, le fardeau de la vérité. Léa, elle, était une boussole, ses yeux fixés sur la carte de son téléphone, guidant chaque pas. Le silence de la banlieue contrastait avec le tumulte parisien, un silence lourd, presque oppressant. Seul le bruit des pneus sur l'asphalte mouillé et le lointain aboiement d'un chien venaient briser la quiétude. La clinique se dressait, austère et anonyme, derrière un portail en fer forgé. Les lumières intérieures, tamisées, ne révélaient rien des secrets qu'elles pouvaient abriter. L'odeur d'antiseptique flottait dans l'air, âcre et rassurante à la fois. Léa avait repéré un point d'accès secondaire. Une porte de livraison, souvent laissée entr'ouverte pour les livraisons nocturnes. C'était un pari risqué, une intrusion dans un monde stérile et surveillé. Elles se faufilèrent à l'intérieur, leurs pas étouffés par la moquette épaisse des couloirs. Le silence était ici une arme, un prédateur. Chaque respiration d'Élise résonnait dans ses oreilles, chaque battement de son cœur amplifié. Elles trouvèrent la chambre de Moreau. La porte, étonnamment, était entr'ouverte. À l'intérieur, un homme gisait, pâle, son corps frêle sous les draps blancs. Des tubes et des fils connectés à des machines, qui émettaient de doux bips réguliers. Ce n'était pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle épreuve. À ses côtés veillait une femme aux cheveux gris, les yeux cernés, mais déterminés. C'était Madame Moreau, la gardienne silencieuse de la vérité de son mari. Elle les regarda, sans surprise, comme si elle les attendait. Elle avait été alertée, des jours auparavant, par un appel anonyme, celui du Corbeau, qui lui avait parlé d'un dossier, d'une femme de ménage et d'une petite fille. La figurine de cheval cabré, celle brisée dans l'incendie, n'était pas seulement un cadeau de Moreau à Valois. Elle était un symbole de leur partenariat et de la trahison qui avait suivi. Madame Moreau, sa voix un murmure rauque, leur expliqua la situation. Son mari avait été victime d'un accident domestique, les mêmes mots que Valois avait utilisés pour son propre incendie. Mais le dossier noir révélait une vérité bien plus sombre. Moreau avait découvert les malversations de Valois, les expropriations forcées, les pressions sur les élus locaux pour le projet de réaménagement. Il avait compilé ces preuves, ce fameux dossier, pour le dénoncer. Mais il avait été réduit au silence avant de pouvoir agir. La voiture noire sans plaque, celle qu'Élise avait vue s'éloigner de l'incendie, avait été vue près de la maison de Moreau la nuit de son accident. C'était un réseau, une toile qui s'étendait bien au-delà d'un simple incendie. Alors qu'elle parlait, un bruit métallique résonna dans le couloir, le cliquetis d'une clé dans une serrure. La porte de la chambre de Moreau s'ouvrit lentement. Un homme se tenait là, massif, son regard dur comme la pierre. Monsieur Dubois. Il ne dit rien, mais son silence était une menace plus éloquente que n'importe quel mot. Il les avait trouvés. Le piège se refermait. Le piège se refermait. Monsieur Dubois, massif et silencieux, bloquait l'entrée, son ombre immense projetée sur le mur pâle de la chambre. Le cliquetis métallique de sa clé résonnait encore dans l'air, glaçant le sang. Élise sentit une vague de terreur l'envahir, son cœur martelant ses côtes. Mais Léa, à ses côtés, ne vacilla pas. Ses yeux d'un bleu profond fixaient Dubois avec une intensité calculée, sans peur, juste une froide évaluation. Madame Moreau, elle, réagit avec une rapidité inattendue. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, se plaçant instinctivement entre Dubois et les deux femmes. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. »
Dubois ne répondit pas. Son regard glissant de Madame Moreau à Élise, puis s'attardant sur Léa, comme s'il reconnaissait en elle la source de leur audace. Un sourire à peine esquissé, cruel, déforma ses lèvres. Élise serra la petite clé USB dans sa main, sentant la sueur froide perler sur sa paume. C'était leur seule arme. Leur seule chance. Léa, sans un mot, fit un signe imperceptible à sa mère, désignant du menton la fenêtre. Le plan B. L'air dans la chambre était devenu lourd, saturé de l'odeur d'antiseptique et d'une tension palpable. Les bips réguliers des machines de Moreau semblaient soudain assourdissants, rythmant leur angoisse. Madame Moreau continua de faire barrage, gagnant de précieuses secondes. « Mon mari est malade! Laissez-nous tranquilles !» Dubois fit un pas en avant, et dans la faible lumière, Élise put apercevoir un objet métallique discret glissé dans son ceinturon. Pas une arme, mais quelque chose d'officiel, de menaçant. Léa, profitant de la diversion, se précipita vers la fenêtre. Elle n'était pas très haute, le premier étage. Dehors, la pluie avait cessé, mais le sol était mouillé. Glissant. « Maman, le dossier !» murmura Léa, sa voix pressante. Élise comprit. Il fallait que le dossier, la vérité, survive. Elle jeta la clé USB à Léa, qui l'attrapa au vol avec une agilité surprenante. Le bruit d'une chaise basculant derrière eux annonça la fin de la diversion. Dubois avait écarté Madame Moreau. Il se dirigeait vers elle, son pas lourd et implacable. Léa ouvrit la fenêtre en silence, le courant d'air froid rafraîchissant leur visage. « Vite, maman !» Élise n'hésita pas. Elle enjamba l'appui de fenêtre, glissant d'abord, puis se réceptionnant maladroitement sur le gazon détrempé. Le choc fut rude, mais elle se releva aussitôt, le regard tourné vers Léa, qui la suivait. La petite fille atterrit avec plus de grâce, ses réflexes aiguisés. Juste au moment où Dubois atteignait la fenêtre, elles avaient disparu dans l'obscurité du jardin de la clinique. Le parfum des arbustes humides et de la terre mouillée devint le leur, masquant leur fuite. Elles coururent à travers le jardin, leurs poumons brûlants, le cœur à gorge déployée. Les lumières de la clinique s'éloignaient, les ombres des arbres leur offrant un refuge temporaire. Léa, toujours en tête, connaissait la configuration des lieux. Elle les guida vers une petite grille de service, à peine visible dans la pénombre, menant à une ruelle sombre et étroite. L'air y était lourd de l'humidité et d'une odeur indéfinissable de déchets et de terre. Elles se glissèrent à travers, le métal froid de la grille contre leurs vêtements. Elles étaient dehors, libres, mais chassées. La clé USB, serrée dans la main de Léa, était un fardeau précieux. Elles marchèrent longtemps, sans but précis, juste pour s'éloigner, se perdre dans les rues désertes de la banlieue. La peur était une compagne silencieuse, mais la détermination de Léa était un phare. « Nous avons le dossier, maman », dit-elle finalement, sa voix un murmure à peine audible. « Maintenant, il faut que tout le monde sache. » Élise la regarda, ses yeux emplis d'une fierté mêlée d'angoisse. Sa fille, cette petite stratège, était la seule à voir le chemin à suivre. Le système, si puissant, si impitoyable, avait sous-estimé l'invisible, l'effacé, et surtout l'enfant. Il était temps de contacter le corbeau. Léa avait noté l'adresse du forum en ligne. Une petite enclave de résistance numérique. De retour dans le petit appartement, sous la pâle lumière d'une ampoule vacillante. Elles se connectèrent. Le message du corbeau était une nouvelle piste. Le dossier noir ne suffira pas. Valois a des protections. Il faut un événement. Une scène publique, le salon de l'immobilier, la semaine prochaine. Il y présentera son projet. C'est là que la vérité doit éclater. Le salon de l'immobilier, le grand rendez-vous des manias, des politiciens, des médias. L'endroit même où Valois se pavanerait avec son projet. Léa commença à élaborer un nouveau plan, ses doigts pianotants sur le clavier, ses yeux brillants de concentration. Il fallait une stratégie pour s'introduire, pour attirer l'attention, pour s'assurer que le dossier noir ne soit pas étoffé. Le corbeau avait mentionné la possibilité d'un allié interne,
quelqu'un qui travaillait pour Valois Holdings et qui était écœuré par ses pratiques. Un monsieur Dubois, qui ne serait pas l'homme de main, mais un homonyme, une ironie du sort. Un vestige d'espoir, une lueur dans l'obscurité. L'air de l'appartement, cette nuit-là, était chargé d'électricité, de la tension d'un plan audacieux qui prenait forme, d'une revanche qui allait s'écrire sous les yeux du monde. Si cette virada a hérissé votre bras, prouvez que vous n'êtes pas seul. Laissez votre like maintenant et envoyez cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre cette vérité. L'enjeu était immense. La maison de Montreuil, la dignité d'Élise, la sécurité de Léa et la justice pour Moreau. Tout se jouerait au salon de l'immobilier. Ce n'était plus une question de survie, mais de réparation. Le salon de l'immobilier n'était pas un simple événement. C'était le théâtre des ambitions. Le temple où Antoine Valois, paré de son aura de bâtisseur, recevait les louanges de la capitale. Léa, ses doigts agiles sur l'écran, avait déjà scanné les plans du centre d'exposition, identifiant les points d'accès, les zones de sécurité, les podiums principaux. « Valois parlera ici, maman », expliqua-t-elle, pointant un cercle rouge sur une maquette numérique. Devant tout le monde, c'est là que la vérité doit le frapper. Ce plan était une danse complexe entre l'invisible et le spectaculaire, une chorégraphie du chaos orchestrée pour une seule révélation. Le corbeau avait été précis. L'allié interne, ce second monsieur Dubois, n'était pas l'homme de main de Valois, mais un architecte respecté au sein de Valois Holdings. Un homme écœuré par les méthodes de son employeur. Il avait laissé une trace numérique subtile, un message crypté sur un forum spécialisé que Léa avait déchiffré. Il était prêt à aider, mais avec une prudence extrême, craignant pour sa carrière, sa famille. Il était le maillon faible, mais aussi le levier. Il connaissait les coulisses, les accès VIP, les protocoles de sécurité, les moments de faiblesse. Il était le passe-partout invisible dont elles avaient besoin. Élise écoutait, son esprit submergé par la complexité de l'opération. Chaque détail était une corde raide, chaque pas une chute potentielle. La peur était une compagne constante, un poids sur sa poitrine, mais la détermination de Léa, cette flamme froide et inébranlable, la maintenait debout. La petite figurine de cheval cabré, celle qui avait révélé Moreau et le réseau de Valois, était maintenant un symbole de leur audace, un rappel que même les plus petits objets pouvaient cacher les plus grandes vérités. Elles avaient le dossier noir, elles avaient un allié, elles avaient une scène. Mais le risque était immense. Les jours précédant le salon furent une course contre la montre. Léa s'entraînait à manipuler la clé USB, à projeter les documents du dossier noir sur grand écran sans être détectée, à synchroniser les actions. L'appartement, autrefois un refuge de silence, était devenu un laboratoire de stratégie, rempli des murmures de Léa, du cliquetis du clavier, de l'odeur du café fort qu'Élise buvait pour tenir. La nuit parisienne, habituellement apaisante, semblait désormais porteuse de menaces invisibles. Chaque sirène lointaine un rappel du danger qui planait. Le corbeau avait une dernière instruction. Le second monsieur Dubois vous attendra près de l'entrée de service, côté Seine, 30 minutes avant le discours de Valois. Il portera un foulard rouge. Il vous donnera l'accès et un micro-émetteur. Un foulard rouge. Un signe de reconnaissance dans une foule immense. Élise se rappela les yeux de Dubois, l'homme de main, son regard vide. Ce nouveau Dubois, l'allié, devait être différent. Il devait avoir une conscience. L'espoir était fragile, mais il était là. La petite maison de Montreuil, leur dignité menacée, était le prix de leur courage. La veille du grand jour, Léa s'endormit épuisée, la tablette encore allumée à côté d'elle, affichant une carte détaillée du salon. Élise veilla, le cœur serré, regardant sa fille. Cet enfant, si jeune, portait sur ses épaules le poids d'une justice que les adultes refusaient de voir. Et si Valois les écrasait? Et si le plan échouait? La machine était si grande, si implacable. Mais la vérité,
une fois libérée, pouvait-elle être remise en cage? Pensez-y. Si votre propre survie dépendait de la seule audace de votre enfant, iriez-vous jusqu'au bout, sans regarder en arrière? Le matin du salon se leva sur un Paris gris et humide, mais à l'intérieur du palais des congrès, une effervescence fébrile régnait. L'odeur de café et de moquette neuve se mêlait à celle des parfums chers et de l'ambition. La foule était dense, un kaléidoscope de costumes sombres et de tailleurs élégants. Élise et Léa, vêtues simplement, se fondirent dans la masse, des ombres parmi les lumières. La clé USB était cachée dans la doublure du manteau d'Élise, un secret lourd comme le plomb. Léa, le visage concentré, scrutait les visages, cherchant le foulard rouge, l'allié invisible, l'homme qui pouvait faire basculer le destin. Le compte à rebours avait commencé. Le compte à rebours avait commencé. Au milieu du ballet incessant des congressistes, Élise sentait son cœur battre la chamade. Léa, elle, restait d'une concentration chirurgicale, ses petits yeux scannant chaque recoin, chaque visage. L'odeur de café fort et de laque pour cheveux emplissait l'air, un mélange lourd qui contrastait avec la légèreté de leur mission. Et puis, au détour d'un stand rutilant, près de l'entrée de service côté scène, il apparut. Un homme d'une 50aine d'années, le visage marqué par l'inquiétude, mais portant avec une discrétion calculée un foulard rouge vif autour du cou. Monsieur Dubois, l'architecte. Leur rencontre fut furtive, un échange de regards à peine perceptible. L'homme ne dit rien, se contentant de leur glisser un badge d'accès et un micro-émetteur miniature, à peine plus grand qu'un bouton de chemise. Un simple hochement de tête, et il s'éclipsa, se fondant dans la foule. Élise sentit le poids du métal froid dans sa main, une nouvelle pièce dans leur puzzle dangereux. C'était un vestige d'espoir, mais aussi un fardeau. La peur était une vague glacée, mais la détermination de Léa était un roc inébranlable. « Il faut aller au plus près, maman », murmura Léa, sa voix tendue, là où la scène est visible de tous. Le chemin était une succession de couloirs feutrés, de portes dérobées, de zones réservées au personnel, toutes rendues accessibles grâce au badge de Dubois. L'air y était plus froid, saturé du bourdonnement des machines, des projecteurs, de l'écho des murmures lointains. Léa, la boussole toujours en main, les guidait avec une assurance déconcertante. Ses petits doigts effleurèrent le micro-émetteur. « Il faut le placer près de l'enceinte principale, maman, quand Valois montera sur scène. » C'était un pari audacieux, une intrusion silencieuse au cœur même de la forteresse de Valois. Le silence du trajet n'était brisé que par le bruit de leurs pas étouffés sur la moquette épaisse et le battement frénétique de leur cœur. Elles atteignirent la zone technique derrière la scène principale. Les projecteurs, chauds et aveuglants, éclairaient le podium où Valois allait bientôt s'exprimer. L'odeur d'électricité et de poussière flottait dans l'air. Léa désigna un petit boîtier de connexion, juste derrière un rideau de velours lourd. « Là, c'est notre seule chance. » Élise, le murmure de la foule, s'apaisa, puis explosa en applaudissements polis. L'homme, dans son costume impeccable, dégageait une aura de puissance intouchable. Il commença son discours, sa voix suave et assurée, parlant de vision, de progrès, de l'avenir de Paris. Élise sentit la rage monter en elle. Tant de mensonges, tant d'hypocrisie. Léa, à ses côtés, serrait la clé USB, ses yeux fixés sur Valois, une flamme froide brûlant au fond de ses pupilles. C'était le moment. Léa fit un signe à sa mère. Élise activa discrètement le micro-émetteur. Un léger grésillement, à peine perceptible, traversa les enceintes du palais. Valois, interrompu, fronça les sourcils, cherchant la source de l'interférence. Puis, sur les écrans géants qui flanquaient la scène, des images apparurent. Des documents, des photos, des cartes. Le dossier noir. Le murmure de la foule se transforma en un bruissement d'incompréhension, puis en un silence stupéfait. Les images montraient des expropriations abusives, des plans de rénovation falsifiés, des terrains achetés à des prix dérisoires, des signatures de fonctionnaires locaux
obtenue sous la contrainte. Elle montrait la voiture sans plaque, celle vue près de la maison de Moreau, celle qui avait aussi été aperçue près de l'incendie de Valois. Elle montrait des extraits du témoignage de Madame Moreau, un murmure qui résonnait désormais dans le palais. Et puis, une photo de la figurine de cheval cabré, brisée, un symbole de trahison. Valois, le sourire figé, le visage livide, regardait les écrans, impuissant. La vérité, libérée, était une onde de choc. Léa fit un pas en avant, sa petite silhouette visible à peine dans la pénombre de la zone technique. Mais sa voix, amplifiée par le micro-émetteur, résonna avec une clarté glaçante. Monsieur Valois a dit que l'avenir de Paris est dans ses mains. Un silence de mort. Mais l'avenir ne se construit pas sur des mensonges. La foule retenait son souffle. L'avenir, c'est la vérité, même quand elle brûle. Si cette virada a hérissé votre bras, prouvez que vous n'êtes pas seul. Laissez votre like maintenant et envoyez cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre cette vérité. Le silence de mort qui avait suivi les paroles de Léa se brisa en un instant, comme un miroir frappé par la vérité. Une clameur monta de la foule, un murmure qui grossit en un grondement, puis en un torrent de voix indignées. Les flashs des appareils photo crépitèrent, aveuglants, transformant le palais des congrès en une scène de bataille médiatique. Valois, le visage décomposé, tentait de parler, ses lèvres remuant en vain, sa voix noyée par le chaos. L'homme intouchable, le magnat tout-puissant, était soudainement nu, exposé sous le feu des projecteurs. Sa façade de philanthrope éclatait en 1000 morceaux. Élise, le cœur battant à tout rompre, sentit une vague de soulagement la traverser, mêlée à une peur nouvelle, plus intense. Le système avait été frappé, mais la bête n'était pas encore terrassée. Elle chercha Léa du regard, sa petite fille, si fragile et pourtant si forte, qui venait de faire trembler les fondations du pouvoir. Léa, elle, ne montrait aucun signe de triomphe, juste une détermination froide. Son regard balayait la foule, comme pour s'assurer que le message avait bien été reçu, que la vérité avait pénétré chaque conscience. Les bips des alertes infos résonnaient déjà sur les téléphones. La nouvelle se propageait à la vitesse de l'éclair. C'est alors que M. Dubois, l'architecte au foulard rouge, réapparut. Il se fraya un chemin jusqu'à Élise et Léa, son visage pâle. Mais ses yeux brillants d'une lueur nouvelle, celle de la rédemption. « Suivez-moi » murmura-t-il, sa voix grave. « La sécurité va réagir. Il faut partir. » Il les guida à travers un dédale de couloirs de service, loin de la scène, loin de la fureur grandissante. L'odeur de la laque et du café avait laissé place à celle plus âcre de la sueur et de l'urgence. Derrière eux, les sirènes commençaient à hurler au loin, annonçant l'arrivée des forces de l'ordre, mais aussi, et surtout, l'éveil d'une justice longtemps endormie. Elles émergèrent dans une ruelle sombre, derrière le palais. L'air frais de Paris, chargé de l'humidité d'un ciel menaçant, était un soulagement. Dubois leur tendit une petite carte SIM cryptée. « Le corbeau vous contactera. Vous avez besoin d'un lieu sûr. » Il marqua un temps d'arrêt, ses yeux fixés sur Léa. « Vous avez fait ce que personne n'osait. » Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna, disparaissant dans la pénombre, sa conscience enfin apaisée. Élise regarda Léa, qui tenait la carte SIM comme un trésor. La petite fille n'avait plus besoin d'être guidée. Elle était le phare, la stratège. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Les chaînes d'information en continu ne parlaient que de ça. Le scandale Valois, l'incendie suspect, les expropriations illégales, le témoignage de Madame Moreau, désormais diffusé en boucle. Les images du dossier noir, projetées sur les écrans géants, étaient devenues virales. Le nom de Valois, autrefois synonyme de prestige, était maintenant associé à la corruption et à l'abus de pouvoir. Les actions de Valois Holdings chutaient en bourse. Ses partenaires prenaient leur distance. Et le procureur de Paris annonçait l'ouverture d'une enquête préliminaire. La machine implacable de Valois commençait à se gripper puis à se briser.
Élise regardait Léa, absorbée par son téléphone, lisant les articles, les commentaires, les messages. La petite maison de Montreuil, ce rêve lointain, semblait soudain à portée de main. Non plus comme une fuite, mais comme un retour, une reconquête. Sa dignité, volée il y a 10 ans, était en train d'être restaurée, non par sa propre force, mais par l'audace de sa fille. Elle sentait le poids de sa propre invisibilité se dissiper, remplacée par une force tranquille, celle d'une mère qui a vu sa fille se dresser contre l'injustice. Si l'on vous avait dit que le plus grand empire de Paris s'effondrerait sous le regard d'une enfant, l'auriez-vous cru? Le Corbeau les contacta, comme promis, offrant un refuge temporaire dans un appartement discret du 13e arrondissement. Un lieu simple, mais sûr, loin des regards et des projecteurs. Là, elles suivirent la chute de Valois. Des démissions en cascade, des arrestations d'intermédiaires, des comptes bancaires gelés. L'homme de main, le premier, M. Dubois, fut identifié et arrêté, ses liens avec Valois exposés au grand jour. Le système, si longtemps protégé, s'écroulait pièce par pièce. Chaque scandale révélé par les médias étant un coup de marteau supplémentaire. Élise comprenait que sa bataille personnelle était devenue une bataille publique, menée par la main invisible de Léa et la voix anonyme du Corbeau. Antoine Valois, acculé, tenta une dernière manœuvre. Une conférence de presse, un mea culpa public, une tentative désespérée de sauver les apparences. Mais ces mots sonnaient creux, dénués de toute vérité, face à l'avalanche de preuves. Il était devenu un homme brisé, son empire en ruine, sa réputation en lambeaux. Les journalistes ne le lâchaient pas, posant des questions incisives, reprenant les détails du dossier noir, ce que Léa avait si habilement mis en lumière. Élise, assise à côté de Léa, regardait l'écran, sentant que son rôle de protectrice s'était transformé. Elle était maintenant le soutien silencieux, l'encre émotionnelle, tandis que Léa était la stratège, la guerrière. Le pouvoir avait définitivement changé de main. Antoine Valois, brisé et acculé, avait tenté de sauver les apparences par une conférence de presse, un mea culpa public, mais ses mots sonnaient creux, dénués de toute vérité face à l'avalanche de preuves. Il était devenu un homme en ruine, son empire chancelant, sa réputation en lambeaux. Les journalistes, autrefois à ses pieds, ne le lâchaient plus, posant des questions incisives, reprenant les détails du dossier noir, ceux que Léa avait si habilement mis en lumière. Élise, assise à côté de Léa dans leur refuge temporaire, regardait l'écran, sentant que son rôle de protectrice s'était transformé. Elle était maintenant le soutien silencieux, l'encre émotionnelle, tandis que Léa était la stratège, la guerrière. Le pouvoir avait définitivement changé de main, non pas pour être détenu par Élise, mais pour s'incarner dans la clairvoyance de sa fille. La chute de Valois ne fut pas un simple effondrement individuel, mais un séisme qui ébranla toute une partie du système parisien. Les démissions en cascade se succédaient dans les bureaux de Valois Holdings, des têtes tombant pour tenter de contenir l'hémorragie. Les arrestations d'intermédiaires, de fonctionnaires complices, de petits escrocs qui avaient profité de l'ombre du magnat, remplissaient les colonnes des faits divers. Des comptes bancaires, dissimulés dans des paradis fiscaux, étaient gelés, révélant l'ampleur de la corruption. L'homme de main, le premier M. Dubois, fut identifié et arrêté, ses liens avec Valois exposés au grand jour, sa violence mise à nu. Le système, si longtemps protégé par l'opacité et les réseaux, s'écroulait pièce par pièce, chaque scandale révélé par les médias étant un coup de marteau supplémentaire sur ses fondations. Élise comprenait que sa bataille personnelle était devenue une bataille publique, menée par la main invisible de Léa et la voix anonyme du Corbeau. Les murmures initiaux d'incrédulité avaient cédé la place à une vague d'indignation populaire. Les citoyens, lassés des scandales et des manipulations, s'emparaient de l'histoire. Des associations de quartier, des collectifs de victimes d'expropriation, des voix longtemps étouffées trouvaient enfin un écho. Les réseaux sociaux s'embrasaient, partageant les images du dossier noir, exigeant des comptes, réclamant une justice implacable. La figurine de Cheval Cabré,
autrefois un simple bibelot, était devenu un symbole, reproduit sur des pancartes lors de manifestations spontanées devant les bureaux de Valois Holdings. Un objet insignifiant, élevé au rang de preuve irréfutable, de catalyseur d'une colère sourde. Léa, inlassable, continuait de scruter les écrans, de lire les rapports, de suivre l'évolution des enquêtes. Elle pointait du doigt les articles qui mentionnaient de nouveaux noms, de nouvelles ramifications. Son intelligence stratégique, affûtée par la nécessité, analysait chaque information, chaque réaction. Elle était devenue l'œil de la tempête, le centre nerveux de cette rébellion silencieuse. Élise, observant sa fille, voyait non plus une enfant, mais une jeune femme d'une détermination farouche, dont l'innocence même donnait une force dévastatrice à ses actions. La petite maison de Montreuil, ce rêve lointain, semblait soudain à portée de main, non plus comme une fuite, mais comme un retour, une reconquête de leur dignité. Le corbeau, toujours dans l'ombre, envoyait des messages cryptés, des informations complémentaires. Des pistes pour les journalistes et les enquêteurs. Il n'était pas un personnage, mais une conscience, un réseau de conscience. Monsieur Dubois, l'architecte au foulard rouge, accepta de témoigner, son courage retrouvant des couleurs face à la chute de son ancien employeur. Son témoignage, détaillé et accablant, liait Valois à des réseaux de corruption encore plus vastes, impliquant des élus locaux et des fonctionnaires haut placés. La toile d'araignée se révélait dans toute son horreur. Élise sentait le poids de sa propre invisibilité se dissiper, remplacée par une force tranquille, celle d'une mère qui a vu sa fille se dresser contre l'injustice. Elle avait toujours pensé devoir protéger Léa, la cacher du monde. Mais c'était Léa qui avait ouvert les yeux du monde, qui avait exposé la vérité. Léa n'était plus la protégée, mais la guide. Leur rôle s'était inversé, doucement, naturellement, comme le flux et le reflux d'une marée. La peur était toujours là, tapie dans un coin, mais elle était désormais recouverte par une certitude. La vérité, une fois libérée, avait une force inarrêtable. Si l'on vous avait dit que le plus grand empire de Paris s'effondrerait sous le regard d'une enfant, l'auriez-vous cru? Que feriez-vous si votre survie dépendait de la seule audace de votre enfant? Les médias s'emparèrent de l'histoire d'Élise et de Léa, non pas comme des héroïnes, mais comme des symboles de la résistance ordinaire. Leur anonymat, leur simplicité, contrastaient violemment avec l'opulence et la corruption de Valois. Le récit de l'incendie, de la femme de ménage invisible qui sauve le millionnaire, prenait une nouvelle dimension, celle d'une parabole sur la dignité et le courage. Les murmures de la ville, les klaxons lointains, les bruits de la vie parisienne semblaient désormais porter un écho différent, celui d'une justice en marche. Le procès de Valois se profilait, promettant d'être le théâtre d'une nouvelle confrontation. Mais cette fois, la balance de la justice penchait déjà. Le procès de Valois se profilait, promettant d'être le théâtre d'une nouvelle confrontation. Mais cette fois, la balance de la justice penchait déjà. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque nouvelle révélation était un coup de marteau supplémentaire. Les partenaires de Valois Holdings, autrefois intouchables, étaient interrogés. Leurs noms éclaboussés par la fange de la corruption. Les comptes gelés se multipliaient, et l'empire autrefois si solide s'effritait sous le poids des preuves accumulées. Élise sentait une étrange paix l'envahir. Elle n'était plus la combattante solitaire, mais la gardienne d'une flamme que Léa avait allumée. Son rôle était de veiller, de s'y tenir, de laisser sa fille tracer le chemin. La petite maison de Montreuil n'était plus seulement un rêve, mais le symbole d'une dignité retrouvée, d'une justice qui enfin respirait. Le procès d'Antoine Valois, très médiatisé, devint le théâtre implacable de cette chute. Les témoignages s'empilaient. Chaque mot, un coup de marteau contre l'édifice de son pouvoir. Monsieur Dubois, l'architecte, parla avec une clarté nouvelle, détaillant les pressions, les falsifications. Le Cambo, par l'intermédiaire de fuites ciblées, alimentait la presse de révélations, forçant les juges à regarder au-delà des apparences. Les échos de la rue.
Les manifestations devant le tribunal, la presse déchaînée, transformaient l'affaire en un jugement public. Le verdict, quand il tomba, fut sans appel. Valois fut reconnu coupable de fraude, d'abus de biens sociaux et de complicité dans des expropriations illégales. Sa condamnation, lourde, résonna comme la fin d'une ère. Élise, assise au fond de la salle avec Léa, sentit une larme couler sur sa joue, non pas de tristesse, mais d'un soulagement profond, d'une justice enfin rendue. Elle regarda sa fille, le visage serein, les yeux fixés sur l'estrade où Valois, déchu, était emmené. Léa avait gagné cette bataille, non pas pour la vengeance, mais pour la vérité. Élise n'avait plus besoin de porter le fardeau seule. Le relais était passé. La petite maison de Montreuil, autrefois un rêve lointain, devint leur réalité, un foyer restauré, non plus un refuge pour s'y cacher, mais un lieu ouvert, vibrant d'une nouvelle dignité. Élise et Léa y trouvèrent la paix, mais aussi une mission. Elles fondèrent une association pour aider les victimes d'expropriations abusives, un rempart contre l'arrogance des puissants. La figurine du cheval cabré, posée sur la cheminée, n'était plus un simple bibelot, mais le symbole silencieux de la vérité qui, même la plus fragile, peut faire trembler les empires. C'est ici que l'histoire d'Élise et Léa s'achève, mais la lutte pour la justice, elle, ne connaît jamais de véritable fin. Si des récits comme celui-ci ne doivent jamais se perdre dans l'ombre, rejoignez notre famille, suivez Récits qui touchent l'âme, activez la cloche et commentez le mot. Legacy, votre voix est notre force.